des informations sur l'angoisse. Et je cherche encore de temps en temps parce que je suis curieux de voir si quelqu'un a trouvé des choses que je ne connais pas encore pour expliquer ce qui cause l'angoisse et comment s'en soulager. L'année dernière, pendant 5 mois, j'ai eu une angoisse très forte. La plupart des nuits, ça allait encore, j'arrivais à dormir, mais la plupart des jours par contre, j'étais tellement angoissé que j'arrivais pas à avoir l'esprit suffisamment calme et clair pour pouvoir réfléchir et choisir quoi faire de ma journée. Je restais au lit toute la matinée sans pouvoir me lever parce que j'étais trop inquiet. J'arrivais pas à décider quoi faire. Et c'était vraiment dur, une angoisse pas possible. Sur une échelle de 1 à 10, je me donnais souvent 8. Une fois c'est monté à 9, j'étais à côté de la voiture et j'ai vraiment eu très peur parce que j'ai cru que j'allais pas pouvoir supporter ça. L'angoisse était tellement forte, que j'allais m'écrouler par terre. Donc 8, c'est déjà très fort comme angoisse. Et 150 jours comme ça, quand déjà au bout de 2 ou 3 semaines, j'étais limite, ça m'a épuisé, ma santé en a vraiment pris un coup. Et pendant ce temps-là, j'ai eu beau chercher quoi faire, pour que ça aille mieux pendant tout ce temps-là, j'ai rien trouvé. Je m'en sortais pas tout seul, malgré tout ce que j'avais appris en psychologie. J'ai trouvé personne pour m'aider, ni sur place, ni sur internet. Tous les gens que je connaissais, y compris dans la communication non violente, ils n'arrivaient pas à m'aider. Je suis allé voir ici dans le coin plusieurs médecins, des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes, et pareil, j'en ai trouvé aucun qui pouvait m'aider. Après, j'avais repéré 1 ou 2 psychothérapeutes aux États-Unis, mais bon, j'arrivais pas à me décider à prendre le risque d'essayer une première séance parce que ça coûtait cher pour moi et j'avais déjà pas assez d'argent, donc je voulais pas me mettre encore plus dans le trou au cas où ils allaient pas pouvoir m'aider non plus. Maintenant, ça va mieux, mais j'ai vraiment eu une chance incroyable. Pour vous dire, c'est un ami au Danemark qui m'a mis en contact avec une de ses amies dans un groupe de pratique de communication non violente en Angleterre, qui cherchait à aider son mari qui a de l'angoisse à peu près comme ce que j'avais, mais c'était trop difficile pour elle de parler avec lui parce qu'elle se retrouvait trop prise à partie. Donc, elle a accepté de parler avec moi pour que ça lui fasse de l'entraînement, pour après arriver à résoudre les problèmes avec son mari. Et il n'y a pas que ça, j'ai aussi eu la chance qu'on ait suffisamment de points communs pour qu'elle puisse bien comprendre ce qui s'est passé dans ma vie, parce que moi j'ai grandi en partie en Iran, et elle a grandi à côté en Turquie. Et en plus, ses enfants ont à peu près le même âge que les miens, et on est tous les deux le frère et la sœur aînés, et nos parents nous ont traités de manière similaire, donc on s'est retrouvés avec des blessures émotionnelles similaires aussi. Et comme moi, ça fait des années qu'elle fait du développement personnel. Tout ça, ça fait des points communs qui aident pour se faire une idée de ce qui se passe dans la vie de l'autre personne. Parce que moi, au début, je pensais que non, j'avais jamais trouvé quelqu'un qui puisse comprendre toutes ces particularités-là, quoi. Donc, vous voyez, le concours de circonstances, quoi. C'est comme ça que finalement, je suis tombé sur quelqu'un capable de m'apporter l'écoute dont j'avais besoin pour que mon angoisse se calme un peu. Et ensuite, avec moins d'angoisse, j'ai pu réfléchir suffisamment clairement pour pouvoir chercher des explications à ce qui m'arrivait et comprendre qu'est-ce qui allait pas et d'où ça venait. Et alors ça m'a pris du temps, hein, tout ça, c'était pas facile. Et d'essayer les solutions que des gens ont trouvées à ce genre de problème. Et maintenant ça va. Mais c'était dur. Et je suis très reconnaissant à mes 2 amis, mais je doute que beaucoup de monde ait la même chance que moi. Donc, je suis vraiment frustré de voir que partout où je regarde, tous les sites web principaux, les informations que je trouve, l'explication qu'ils donnent pour l'angoisse, c'est que c'est un dysfonctionnement du cerveau, un déséquilibre des neurotransmetteurs, c'est un trouble de la personnalité, c'est de la maladie mentale, ils disent. Et je suis frustré parce que dans mon expérience, c'est pas du tout ça.
OK, peut-être dans certains cas exceptionnels, comme si par exemple quelqu'un a eu un accident vasculaire cérébral et alors certaines parties du cerveau, les cellules sont mortes. Là, ce genre de dégâts, peut-être que ça peut créer de l'angoisse, mais ça va être quoi? Une personne sur 1 million avec un accident pile là où il faut dans le cerveau pour que ça donne de l'angoisse et rien d'autre? Alors pour la plupart des gens qui souffrent d'angoisse comme moi, bah, c'est très clair maintenant pour moi que les vraies causes sont très différentes de ce qu'on trouve partout, quoi. Et c'est très frustrant de voir que c'est si difficile de trouver de l'aide efficace. Donc, bah, je voudrais parler des informations que j'ai trouvées, les travaux de gens qui expliquent des choses qui me paraissent beaucoup plus vraisemblables, qui correspondent beaucoup mieux à la réalité de ce qui se passe et qui sont beaucoup plus utiles pour trouver du soulagement pour la plupart des gens. Pas juste, un cas sur 1 million, quoi. Et puis vous allez voir, c'est pas des choses très compliquées, mais comme c'est pas encore, bah, dans les formations des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes, et c'est très rare, moi j'en ai pas trouvé, qui soient au courant de ça. Donc, bah, je voudrais faire connaître ces informations-là pour que bientôt, bah, j'espère, les gens qui souffrent d'angoisse ou de dépression, parce que bah, apparemment c'est les mêmes causes derrière, bah, puissent trouver facilement les bonnes informations qui permettent d'être soulagés. Moi, il me reste des traces de l'angoisse que j'avais, mais c'est rien par rapport à avant. Et je suis vraiment heureux que ce qui a fait que mon angoisse éclate au jour, comme c'est arrivé l'année dernière, heu, bah, se soit passé parce que maintenant ma vie est beaucoup plus agréable à vivre. L'année dernière et pendant la plupart, des années de ma vie avant, presque tout, et ben je réalisais pas que j'étais angoissé et c'était pas facile de s'apercevoir que j'avais de l'angoisse comme ça. J'ai d'autres vidéos, que je compte faire, en français aussi. J'ai commencé en anglais parce que ça touche plus de monde, il y a plus d'anglophones. Des vidéos où je donne les détails de mon enfance, de ce qui m'est arrivé, qui a entraîné tout ça. Mais là, je vais juste donner quelques détails, pour que vous pensiez pas que, oui, j'étais quelqu'un de craintif, qui avait peur de tout, qui, osait rien faire et que c'est pour ça que j'étais angoissé. Non, moi, j'ai fait plein de sports, j'ai fait du parachutisme, je roule en moto, du surf des neiges, là je fais du surf de vagues, j'ai fait de l'escrime, je fais du trampoline, j'ai fait de la self-défense, plein d'autres sports encore. Et puis aussi j'ai voyagé pas mal dans plein de pays, plusieurs continents, et j'ai toujours eu plein d'amis. Enfin vraiment, ma vie avait l'air saine, normale, et j'étais pas du tout conscient d'être angoissé. Je vous aurais ri au nez si vous m'aviez dit que j'ai des gros problèmes et que je suis angoissé. Mais c'était vrai, je m'en aperçois maintenant, j'étais très angoissé et du coup, bah, je profitais pas vraiment de ma vie. Donc une autre raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est que je pense que c'est pas seulement les gens qui ont une angoisse très forte, comme j'avais l'année dernière, qui sont concernés. Parce que pendant mes 50 premières années, sans que je m'en aperçoive, je portais déjà à l'intérieur tout ce qui a causé cette angoisse très forte. Et donc, je pense que comme moi, la majorité des gens ont peut-être le même genre de raison d'être angoissés sans s'en apercevoir. Peut-être que comme moi je faisais, il y a plein de gens qui se disent: «Oui, je sens un petit truc qui me dérange, mais c'est pas grand-chose, je verrai plus tard». Et aussi, il me semble que beaucoup de gens sont résignés à vivre sans être pleinement satisfaits de leur vie. Comme j'ai été comme ça moi-même et que je vois combien je préfère ma vie maintenant, à quel point je me sens plus libre, bah, je voudrais que les autres aient ça aussi. C'était vraiment usant, avant, d'avoir une grosse partie de mon attention bloquée à avoir peur et à être tout le temps sur le qui-vive pour éviter des dangers qui pourraient me tomber dessus à n'importe quel moment. Et aussi à faire plein d'efforts pour que personne ne voie que j'ai peur, parce que j'avais peur de ça aussi. Toute cette attention qui était accaparée avant, maintenant, elle est disponible pour être utilisée à réfléchir, pour trouver comment faire pour que ma vie soit plus agréable. Et du coup, plein de problèmes que j'avais avant, et je me disais: «Mais comment je vais faire?» Maintenant, bah, je vois comment trouver des solutions.
Alors après, il reste le travail à faire pour les réaliser, ces solutions, mais au moins je vois quoi faire, alors qu'avant je ne voyais pas du tout. Et aussi, je peux me décontracter, et profiter de ma vie. Donc c'est vraiment plus agréable. Et donc ce que je dis ici, j'espère que ça va être utile à beaucoup plus de monde que seulement la petite minorité de gens qui souffrent d'angoisse tellement forte qu'on ne peut plus l'ignorer. Bon, donc maintenant, si l'angoisse n'est pas le résultat d'un dysfonctionnement du cerveau, si c'est pas un trouble de la personnalité ou un défaut de caractère ou une maladie mentale, alors c'est quoi les vraies causes de l'angoisse? Eh bien, les gens que j'ai trouvés, qui ont travaillé sur ça et qui ont des explications que je trouve très convaincantes, dont je vais parler, parmi eux, il y a Peter Levine et Pia Mellody. Et dans la description de cette vidéo, je vais mettre des liens vers leurs travaux pour que si vous voulez, vous alliez voir vous-même ce qu'ils disent. Des fois que j'ai mal interprété. Ce que j'ai appris des travaux de ces gens, et aussi de mon expérience personnelle, c'est qu'il y a 2 causes principales à l'angoisse de la plupart des gens. Une des causes, c'est d'avoir grandi entouré de dangers. Et ça crée l'habitude en nous d'être en permanence sur ses gardes, attentif aux moindres signes de danger pour pouvoir s'en protéger. Et comme ça, souvent, ça commence si tôt dans la vie qu'on ne s'aperçoit pas qu'on a cette habitude, on ne se rend pas compte qu'on a cette hypervigilance. Pour moi, et je raconte ça en détail dans mes autres vidéos, mais en vitesse ici, j'ai pris cette habitude en grande partie parce que mon père se mettait en colère plusieurs fois par an. Il devenait complètement enragé, il se mettait à crier et à nous frapper, mon frère, ma sœur et moi, et on était terrorisés. C'était comme se faire attaquer par une bête sauvage, moi j'avais peur pour ma vie. Ça a dû commencer quand j'avais 3-4 ans et on a grandi comme ça, avec la peur de ses colères. Il était tellement plus grand que nous, on ne pouvait rien faire. On était complètement sans défense, c'était traumatisant. Et personne autour de nous ne voyait le problème. Ma mère, encore aujourd'hui, elle dit « Mais non, j'étais là, je vous protégeais ». Elle ne se rend pas compte. Mais donc, vous voyez, ça explique que je me retrouve avec cette habitude-là, à être en permanence aux aguets, avec mon attention dédiée à détecter le moindre signe qui annonce qu'une nouvelle colère va arriver. Et ça, c'est resté avec moi sans que je m'en aperçoive jusqu'à l'année dernière, à 50 ans. Alors pour d'autres personnes, ça peut être d'autres types de dangers ou de sévices, comme des abus sexuels par exemple. Ou ça peut être aussi d'autres événements traumatisants, comme avoir perdu un de ses parents, alors, soit parce que cette personne est morte, ou alors parce qu'il y a eu un divorce. Regardez, lorsqu'un couple perd un de ses enfants, comment le père et la mère sont dévastés. C'est une douleur atroce. Les êtres humains, comme tous les mammifères, on a cet attachement instinctif, les parents avec les enfants, et aussi les enfants avec les parents. C'est comme ça que l'espèce a survécu, parce que sans cet attachement très fort, puisque les enfants sont incapables de survivre seuls pendant toutes leurs premières années, il y a longtemps qu'on ne serait plus là. Donc c'est pour dire que ce lien est très fort. Alors regardez aussi les amoureux, comment ça fait souffrir la rupture de cet attachement-là. Je pense que c'est le même d'ailleurs. Donc si pour des adultes, ça fait une douleur si forte, si difficile à supporter, et probablement, quand on est enfant, ça fait tout aussi mal, voire plus, parce qu'on n'a pas la maturité pour gérer ses émotions. Donc, quand on perd un parent, ou un frère, ou une sœur, ou un grand-parent, quiconque à qui on est attaché, ça fait très mal. Ça peut être traumatisant. Et donc, c'est pas étonnant qu'après, on ait peur que ça recommence, qu'on perde quelqu'un d'autre, et qu'on se retrouve sur le qui-vive, tout le temps, à chercher, à voir si on voit des signes que ça va recommencer et qu'à nouveau on va se retrouver avec cette douleur atroce. Donc ça, c'est une autre variante pour cette première source d'angoisse. Je ne vais pas faire la liste de toutes les variantes, je veux juste montrer comment ça marche. Montrer comment l'angoisse peut être le résultat d'avoir grandi en se sentant en danger et sans forcément en être conscient. Parce que on est très jeune et que dans une situation comme ça, instinctivement, il y a une vraie utilité à être vigilant,
Parce que souvent, bah, ça peut permettre, de se protéger, même si on n'est pas encore, suffisamment âgé pour être conscient. Donc je vais seulement donner, encore une variante, de comment grandir, en situation de danger perçu peut créer de l'angoisse. C'est quand un enfant ne reçoit pas suffisamment d'attention et d'affection. Alors je parle des premiers mois et des premières années, lorsque les enfants sont le plus vulnérables. Alors comment est-ce que ne pas recevoir assez d'attention et d'affection peut donner à un enfant l'impression d'être en danger? Et qu'ensuite, à cause de ça, l'enfant ait peur et réagisse en devenant inquiet, en s'inquiétant de ce qui se passe et de ce qui pourrait arriver. C'est pas forcément facile de se souvenir comment c'était quand on était bébé, à quel point on était totalement dépendant de nos parents. Un bébé ne peut pas survivre tout seul, on a absolument besoin que quelqu'un soit là pour s'occuper de nous. Et pour se sentir en sécurité, on a besoin d'attention et on a besoin d'être aimé. Dès qu'on a la moindre impression que quelque chose ne va pas, si on est tout seul, s'il n'y a personne pour nous venir en aide, ça devient rapidement une urgence quand on est bébé. Donc il faut qu'au moins un des parents soit là, et pas seulement là physiquement. Il faut que cette personne soit suffisamment attentive et attentionnée pour que le bébé ne se retrouve pas effrayé d'être seul et potentiellement abandonné. Pour illustrer ça, je vais mettre un lien dans la description vers une vidéo d'une expérience avec une mère à qui on demande de faire face à son bébé sans rien exprimer sur son visage. On voit les réactions du bébé, comment il essaye d'attirer l'attention de sa mère quand elle ne répond pas comme ça, et comment le bébé est terrifié. Et ils ont fait ça aussi avec d'autres mères et d'autres bébés. Tout le monde comprend que lorsque les parents sont drogués, c'est pas bon pour les enfants. Mais les parents qui sont déprimés ou trop fatigués ou trop préoccupés pour être disponibles pour répondre lorsque le bébé se manifeste pour demander de l'attention et de l'affection, bah c'est mauvais aussi. Une fois de temps en temps, ça passe. Mais si c'est la règle plutôt que l'exception, que les parents ne sont pas là pour rassurer l'enfant que tout va bien, eh ben l'enfant va se retrouver à grandir dans un climat de peur. Je prends encore mon propre cas pour illustrer. Ma mère a eu une enfance horrible. Elle a eu 20 ans de psychothérapie, une sorte que je trouve pas assez efficace. Mais elle dit qu'elle va beaucoup mieux maintenant qu'avant. Ce qui confirme qu'elle allait vraiment mal quand j'étais nouveau-né. Malgré toute sa bonne volonté, elle avait tout simplement trop de problèmes émotionnels qui lui restaient de sa petite enfance à elle pour pouvoir me donner assez d'attention et d'affection. Elle était beaucoup trop angoissée et elle s'en apercevait pas. Mon père non plus, et pareil pour tous les gens autour de nous. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait ça? Eh bien, instinctivement, j'ai réagi pour attirer son attention. Je me souviens pas, peut-être j'ai fait plus de sourires ou j'ai moins pleuré. Ce qui est clair, c'est que j'ai pris l'habitude de me censurer moi-même. Je pense que la façon dont ça s'est passé, c'est qu'après plusieurs fois où j'ai pleuré ou bien j'étais triste et j'ai vu ma mère se détourner de moi, ça m'a fait peur et j'ai arrêté de faire ça, j'ai arrêté de pleurer. Et après, mes parents et leurs parents disaient « Oh, il est calme !» Non, pas vraiment, non. C'était juste en apparence. Donc, par instinct de survie, la peur que j'avais d'être abandonné, j'ai commencé à cacher mes émotions, à les censurer. J'ai commencé à faire semblant que j'avais pas mal, j'étais pas triste ou j'avais pas peur. J'ai pris l'habitude d'éviter de me comporter de façon qui déclenchait les peurs de mes parents. J'ai commencé à jouer un rôle, celui du parfait enfant, qui fait tout bien comme il faut, qui réussit tout. Et c'était pas du tout calculé, j'étais pas conscient de faire ça. C'était seulement la peur qui me faisait comporter comme ça. Quand je voyais que ma mère n'est pas attentive à moi. Donc je percevais du danger et ça m'a rendu angoissé. Alors que j'étais encore seulement un bébé. Et ensuite, ça devenait encore pire parce que une fois qu'on a commencé comme ça à jouer un rôle, eh ben, au lieu de vous montrer comme vous êtes vraiment, ça crée un danger supplémentaire. Vous vous retrouvez à avoir peur de faire des erreurs et d'être découvert. Vous avez peur que les gens s'aperçoivent que vous faites semblant et que vous essayez de les rouler. Donc, vous devenez encore plus angoissé parce que maintenant, vous avez ce nouveau danger en plus.
Et tout ça, ça se met en place pendant les premiers mois, les premières années de l'enfance. Et quand ça vous arrive, vous vous apercevez pas de tout ça. Parce que vous, vous êtes juste un petit enfant et vos parents ne s'en aperçoivent pas non plus parce que, bah, ils sont tellement angoissés eux-mêmes, qu'ils ne voient pas ce que vous subissez. Donc, bah, ça, c'est une manière dont la négligence émotionnelle peut effrayer les enfants qui se retrouvent avec l'habitude d'être tout le temps sur leur garde sans en être conscients. Et ensuite, cette habitude, eh ben, ça donne une angoisse qui peut durer toute la vie si elle n'est pas détectée et soignée. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça soit détecté. Les parents et les gens autour d'eux, les pédiatres, les instituteurs, les psychologues scolaires, je dis pas tout le monde, peut-être, mais la plupart ne s'en aperçoivent pas. Les choses dont je parle d'ici, qui créent de l'angoisse, on va en voir plus, mais regardez autour de vous. Moi, je connais pas une seule personne qui soit pas touchée par une chose ou une autre, émotionnellement. Quelque chose qui ait vraiment des conséquences graves, quoi. Pas une seule personne qui soit vraiment en paix avec elle-même. C'est un véritable fléau de société. Alors, heureusement, il y a des solutions, il y a des gens qui ont trouvé des solutions efficaces. On verra ça dans la deuxième partie. Heu et plus il y aura de monde, qui est au courant de tout ça, plus ça va s'arranger, j'espère.